23 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis, c'est également 23 ans d'un combat sur le plan juridique, mais également sur le plan politique. Plus d'1 million de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Les responsables de ce génocide, certains sont en prison ici au pays, d'autres sont encore en cavale, que ce soit sur le continent ou encore ailleurs dans le monde. Mais c'est dans ce combat, justement, sur le plan judiciaire, que nous allons nous consacrer dans cet entretien. Et pour comprendre le travail qui est fait en dehors du Rwanda, dans cette volonté de retrouver la justice pour les rescapés du génocide, mais également pour les victimes du génocide. Nous avons des gens qui travaillent sans relâche pour que la justice soit faite. Aujourd'hui, dans cet entretien, moi, Eddy Sabiti, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Gauthier. Il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda. C'est un collectif qui est actif et connu sur le continent européen et principalement en France. En France, où justement on retrouve un nombre important de certains responsables du génocide que la justice, aussi bien rwandaise qu'internationale, réclame pour les faits qui leur sont reprochés. Pour comprendre un peu le travail de ce collectif et surtout des défis qui sont les leurs au quotidien, Monsieur Alain Gauthier va nous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de ce travail. Monsieur Alain Gauthier, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, merci de votre accueil. D'accord. Alors, je disais que le travail du collectif des partis civils pour le Rwanda, c'est depuis novembre 2001 que vous êtes né, que le collectif est né. Pouvez-vous un peu nous brosser le tableau du travail et surtout de la mission que vous vous êtes fixée en lançant ce collectif, justement? Oui, alors le collectif des partis civils pour le Rwanda, donc le CPCR, en France, a été créé au lendemain du procès, du grand procès de Bruxelles, qu'on a appelé le procès des 4 de Boutaré. Et c'est à ce moment-là qu'avec mon épouse, entre autres, on a réfléchi, Dafrosa, voilà, qu'on a eu l'idée de lancer en France un collectif des partis civils comme il en existait un en Belgique. Et voilà, ça fait donc un bon nombre d'années que nous avons déposé un nombre important de plaintes. Je crois que le CPCR a dû en déposer plus d'une vingtaine, parmi toutes celles qui sont à l'instruction aujourd'hui au pôle crimes contre l'humanité, au tribunal de grande instance de Paris. Et c'est tout ce travail, à la fois un travail d'enquête, d'abord de recherche des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide et qui résident en France. Et puis ensuite, un travail d'enquête ici sur le terrain, au Rwanda. Et ensuite, eh bien, nous déposons des plaintes grâce à l'aide de nos avocats. Et les juges d'instruction qui sont en charge de ces dossiers viennent en commission rogatoire pour instruire les plaintes que nous avons déposées. Toutes les plaintes que nous avons déposées ont été reçues. Et c'est pour nous déjà une satisfaction importante. Voilà. Justement, parlant des plaintes que vous avez déposées, il y a également des procès qui se sont suivis par la suite, notamment le procès Pascal Simbikangwa, il y a également Tito Barahira et Octavien Genzi. Vous avez parlé de 20 plaintes, mais êtes-vous satisfait de ce qui est fait par la justice française aujourd'hui par rapport aux plaintes que vous avez déposées? Bon, alors, je dirais que notre position est un petit peu mitigée parce que nous n'avons cessé depuis, je dirais, quasiment 20 ans de dénoncer
à la fois les lenteurs de la justice française, les freins politiques qui pouvaient y avoir aussi, parce qu'il suffit par exemple de ne pas donner les moyens à la justice de fonctionner pour que la politique s'en mêle. Alors maintenant, il est vrai que depuis 2012, depuis la création de ce pôle crime contre l'humanité au TGI de Paris, les choses bougent effectivement, et on a eu la satisfaction effectivement, d'abord en 2014, d'avoir le procès en assises de Pascal Simbikongwa, qui a été condamné à 25 ans de prison. Il a fait appel, et son procès d'appel a eu lieu tout récemment, puisque le 3 décembre dernier, la cour d'assises de Bobigny en France a confirmé cette condamnation à 25 ans de prison. Et puis on a eu aussi la même année, entre le mois de mai et le 6 juillet 2016, un grand procès aux assises de Paris, donc il concernait effectivement les deux anciens bourgmestres de Cabarondo, Octavien Guinzi et Tito Barreira. Et là, effectivement, on a eu aussi l'immense satisfaction de voir ces deux anciens bourgmestres condamnés à la prison à perpétuité pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Je crois que tout le monde n'a pas pris la mesure de ces événements-là. 2016 a été pour nous une année pleine. Barreira et Guinzi, c'est un procès qui a duré 9 semaines, au cours desquelles j'ai participé à toutes les audiences afin de pouvoir faire des comptes rendus quotidiens de tout ce qui s'est passé au procès, et 6 semaines pour Simbikongwa. Donc c'est vraiment pour nous une sorte de travail à temps plein, et je crois qu'il est important, tout en dénonçant tout ce qui n'a pas été fait à temps, parce que c'est ça le problème surtout, mais tout en dénonçant ces lenteurs de la justice française, il faut aussi être capable de reconnaître quand de bonnes nouvelles nous arrivent. Voilà. Et alors, justement, sur ce point, on se poserait la question, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi cette lenteur au cours de toutes ces années, mais que les choses se soient mises en marche tout d'un coup et que ça avance à un rythme assez satisfaisant? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Vous savez, on est obligé de revenir aux origines du génocide et au rôle que le gouvernement français de 1994 a joué dans ce génocide, d'abord auprès du président Habyarimana, en lui apportant son soutien, puis pendant le génocide, nous dénonçons une complicité du gouvernement français, pas de la France, parce que les Français n'étaient pas au courant, mais du gouvernement français de l'époque, une complicité diplomatique, financière, militaire, avec le pouvoir Habyarimana d'abord, puis le gouvernement qui a mené à son terme le génocide. Et donc, il est évident que beaucoup de gens en France n'étaient pas très favorables à voir des dossiers concernant le génocide des Tutsis arriver comme ça à la lumière devant le peuple français et les journalistes. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure, il est très facile, même si les pouvoirs sont séparés, il est très facile d'étrangler, je dirais, le fonctionnement de la justice, simplement en ne lui donnant pas les moyens de fonctionner. Et c'est véritablement à partir de 2012, du 1er janvier 2012, que 3 juges d'instruction à temps plein ont été nommés. Alors nous, là encore, pour nous, ce n'est pas suffisant. 3 juges d'instruction, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il y a aussi, je crois, une dizaine de gendarmes français qui s'occupent de ces dossiers et qui régulièrement viennent ici au Rwanda enquêter sur les plaintes que nous avons déposées. Voilà. C'est comme ça qu'on a abouti à ces 2 procès. Tout récemment, là en janvier, les juges d'instruction nous ont annoncé la clôture de l'instruction dans une autre affaire que nous avons initiée. Il s'agit de Claude Mouhaïmana, qui est un Interahamwe de Kibuye, et on espère que d'autres clôtures d'instruction vont nous être annoncées, en particulier concernant Kibuye, parce qu'il y a une autre personne qui est poursuivie de Kibuye, qui est le docteur Charles Touagira. Et je pense qu'il ne pourra pas, vu la connaissance que j'ai du dossier, il ne pourra pas non plus échapper aux assises. Mais voilà, 2017, peut-être qu'on n'aura pas de procès, à moins que ce ne soit la fin 2017, mais 2018, forcément. Et sans parler de tous les autres qui sont toujours à l'instruction, mais qui vont bien un jour déboucher. Alors, probablement pas tous sur des procès, parce que, par exemple, on a eu un non-lieu au mois de décembre dans l'affaire Pierre Teguera. Voilà, les juges d'instruction n'avaient pas assez de matière pour le poursuivre en justice, même si nous, on est convaincus qu'il était coupable. Voilà. Mais bon, vous savez, même si la France organise une quinzaine de procès, combien d'années cela va-t-il nous prendre pour que la justice soit... Bien évidemment. Si on en fait 2 tous les 3, ou 2 ou 3 tous les 2 ans,
il va nous falloir 30 ans. Voilà, peut-être que certains même ne seront peut-être Ah ben certains échapperont à la justice, ni eux ni nous. Voilà. Justement, vous parlez de la France et c'est sur terrain que vous faites de l'action. Aujourd'hui, si au Rwanda, les citoyens ordinaires se posent la question, comment est-ce que les Français, qui n'ont rien à voir avec la politique en tout cas, combien savent-ils du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et l'implication justement de leur gouvernement ou de certains responsables de l'époque dans ce qui s'est passé au Rwanda. Comment est-ce que l'histoire est connue en France par le citoyen ordinaire? Alors, bon, je dois avouer que les Français, dans leur ensemble, ne sont pas informés ou sont mal informés. Ceux qui sont véritablement informés, c'est tous ceux qui ont des liens, je dirais, soit avec le Rwanda ou qui en ont eu avant, ou bien des grandes associations, des grandes ONG comme la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme, la LICRA, l'association Survie, qui lutte à nos côtés. Donc voilà, et je dirais que c'est aussi à nous, en particulier au moment des procès, d'alerter par le biais de la presse. Mais il faut savoir par exemple que autant le premier procès Simikangwa a été suivi par un nombre important de journalistes, d'ailleurs la télévision rwandaise participait, autant les deux autres procès, le procès Nganzi Baraira et le procès Simikangwa, s'est fait dans presque l'anonymat général, c'est-à-dire que nous avons eu très très peu de médias. Et ça, nous ne cessons aussi de le dénoncer. Justement, quand on sait que la France est un pays quand même où les droits de l'homme ont été, en tout cas, vécus très 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 longtemps. La France s'est toujours portée garant de ce pays qui fait, qui se réclame en tout cas de promouvoir les droits de l'homme. Pourquoi, quand il s'agit d'un génocide aussi dénoncé partout, vu l'important nombre de victimes, vu le temps record dans lequel ce génocide s'est passé, pourquoi ce silence au niveau des médias? On se pose la question. Pourquoi? Alors le silence des médias, personnellement aussi, j'ai du mal à me l'expliquer. Tout simplement, ça veut dire que si les médias ne suivent pas ces fameux procès, c'est qu'ils estiment que les Français ne sont pas intéressés. D'ailleurs, j'ai dénoncé en son temps la réaction d'un directeur d'une grande chaîne de radio française à qui on demandait « Mais pourquoi vous ne suivez pas ce procès ?» Réponse « Parce que les Français ne sont pas intéressés. » Mais comment voulez-vous que les Français soient intéressés par le génocide des Tutsis qui s'est produit il y a 23 ans au Rwanda, à une époque où il y avait aussi des tas d'autres malheurs dans le monde, si, quand des événements importants comme un procès en assises pour génocide, c'est quand même pas, c'est pas un crime, c'est un crime particulier, c'est le plus grand des crimes. Mais si certains directeurs de grands médias estiment que les Français ne s'y intéressent pas, c'est leur faute. C'est leur faute. Et nous nous battons aussi pour que, effectivement, les médias s'y intéressent. Et moi, personnellement, si j'ai fait l'effort, et Dieu sait si ça m'a demandé un effort pendant ces deux procès, de rédiger tous les soirs des comptes rendus de toutes les audiences, c'est bien parce que les médias étaient absents de ces procès. Et c'était la seule façon d'informer, au moins ceux qui s'y intéressaient. Mais ça, c'est aussi un grand combat. Voilà, informer, à temps et à contre-temps, d'autant que parfois ceux qui informent de travers. On trouve des gens négationnistes, qui réécrivent l'histoire, qui désinforment, et ça se produit tout le temps. Justement, je parlais de la connaissance du public, aussi les challenges que vous rencontrez sur terrain. Cela me ramène aussi à la loi qui a été adoptée très récemment par la justice française qui condamne le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis au même pied d'égalité que le négationnisme du génocide des Juifs ou de la Shoah. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que collectif des partis civils pour le Rwanda? Est-ce un succès? Est-ce un début d'une grande victoire?
Oh ben écoutez, on ne peut que saluer cette décision. Alors c'est vrai qu'elle était attendue depuis quelques mois, mais aujourd'hui, effectivement, la loi française va punir ceux qui vont nier, d'une manière ou d'une autre, le génocide des Tutsis. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui devait suivre? Qu'est-ce qui devait suivre maintenant? Ah ben après, si vous voulez, tous ceux qui vont prendre la parole, et en particulier tous ceux nos opposants, peut-être qu'ils vont réfléchir à deux fois lorsqu'ils vont dénoncer le travail que nous faisons, parce que ils risquent de tomber sous le coup de la loi. Par contre, je dirais que nous, pour notre fonctionnement personnel au CPCR, je dirais que ça ne change pas grand-chose, parce que quand il y a un procès, bon, ben, ce sont des accusés qui se présentent devant la justice française. Vous avez des jurés et des magistrats qui les écoutent, qui écoutent la défense, qui écoutent les parties civiles. Et voilà, le procès se déroule. La France a déjà condamné pour génocide, donc il n'y a plus à prouver. Nous demandons simplement que la France continue de juger ces personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide et qu'elle le fasse, je dirais, le plus rapidement possible, parce que nous ne cessons aussi de le dire, le temps joue en faveur des bourreaux. Le temps efface les mémoires, et on voit bien, je suis venu cette fois-ci aussi pendant 5 semaines au Rwanda avec des dossiers dans mes bagages, mais j'ai de plus en plus de mal, nous avons de plus en plus de mal à trouver des témoins contre ces personnes qui sont en France, et malheureusement, je crains qu'un certain nombre de ceux dont nous avons même, et le nom, et les adresses, et tout ce qu'il faut, je crains que nous n'arrivions plus à les poursuivre en justice par manque de témoins. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Alors c'est vrai qu'on pourrait se contenter, on pourrait se dire, bon, il y a encore 25 plaintes déposées, ça va nous occuper un bon nombre d'années. C'est vrai. Mais certaines personnes, on en est sûr maintenant, échapperont à la justice. Voilà. La justice, justement, elle est, vous focalisez aux responsables du génocide, principalement des Rwandais ou des nationaux qui ont participé, que ce soit d'une manière directe ou indirecte, que ce soit à la planification ou à l'exécution du génocide. Mais ces Rwandais ont bénéficié d'une aide étrangère et particulièrement de certains responsables de l'époque du gouvernement français. Qu'est-ce que vous faites dans votre combat au niveau de la justice pour que ces gens aussi, ces Français, pour certains qui sont encore vivants, qu'ils répondent aussi de leurs actes, que ce soit des erreurs, comme certains le disent, politiques, mais quand même qu'ils aient un mot à répondre à la justice. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens ? Si vous voulez, nous sommes quand même une toute petite association avec des moyens très limités, en particulier des moyens financiers très limités. Donc, nous n'avons pas comme objectif de poursuivre d'autres personnes que les Rwandais qui auraient participé au génocide et qui sont en France. Parce que nous ne pouvons pas. Nous avons plusieurs avocats qui travaillent à notre service. De plus en plus, ils vont devoir le faire bénévolement parce que nous n'arrivons pas à financer nos procès. Nous n'arrivons pas à trouver l'argent nécessaire pour financer les procès. Le procès Simbi Kangwa, par exemple, nous avons donné très peu d'argent à nos avocats parce que nous n'en avions pas. Moi, personnellement, j'ai passé beaucoup d'énergie, que ce soit en France, que ce soit ici au Rwanda, à essayer de trouver des fonds pour financer un tout petit peu au moins nos avocats, et nous avons le plus grand mal pour le faire. Alors maintenant, nous avons créé une structure ici au Rwanda qui s'appelle l'ACPCR, les Amis du CPCR, qui a un peu pour objectif de relayer notre combat ici au Rwanda pour dire aux Rwandais, ce génocide, c'est quand même votre affaire. Donc il est important que les Rwandais du Rwanda, pas seulement ceux qui sont à l'extérieur, que les Rwandais du Rwanda puissent d'une manière ou d'une autre nous aider à continuer ce combat pour la justice. Voilà. Vous voulez dire que ces responsables de l'époque du gouvernement français, c'est des gros poissons qui ne sont pas à votre portée. Alors, que doit-on attendre? Les choses doivent se finir
c'est terminé comme ça? Non, il y a d'autres. Ne doivent-ils pas répondre un rendre jour des ou l'autre? comptes. Ben si, l'idéal, ce serait qu'effectivement, un jour, ils rendent des comptes. Qui devrait le faire? Ah ben alors, des citoyens français ou d'autres associations. Il y a d'autres associations qui le font. Par exemple, je pense il y a des plaintes qui ont été déposées contre des militaires français de l'opération turquoise qui auraient commis des viols à Bicessero ou ailleurs, enfin dans la région qui était la partie ouest du pays. Bon, mais ça, nous n'avons pas pu nous lancer dans ce combat-là pour la simple et bonne raison que déjà nous passons toute notre existence dans ce combat pour la justice concernant ceux qui ont commis, les Rwandais qui ont commis le génocide et qui sont en France. Franchement, nous ne pouvons pas faire mieux. Mais bien sûr, nous sommes du côté aussi de ceux qui attaquent politiquement. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Comment voulez-vous arriver à déposer une plainte contre Juppé, Védrine, enfin tous les Péans et compagnie, tous les tenants, je dirais, de ceux qui nous considèrent comme l'anti-France? Parce que nous, au sein du collectif, à tous les procès, et moi en particulier, on m'a présenté comme le bras droit du président Kagame, etc., que je n'ai jamais rencontré pour parler du génocide. Mais c'est comme ça qu'on est perçu par nos adversaires. Bon, c'est tout. C'est pas... Et ça vous décourage pas? Ah non, du tout. Vous savez, ils ont tellement raconté de mensonges et de calomnies même sur nous. On a même eu des menaces, même de mort pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Voilà, on vit avec ça. Mais de toute façon, la peur ne doit pas être dans notre camp. La peur, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Nous savons que la cause que nous défendons, la cause des victimes, la cause des rescapés est une cause juste. Et quoi qu'il en soit, nous n'avons pas peur. C'est pas à nous. La peur, elle doit être dans l'autre camp. Et je dois vous dire quand même que depuis l'année dernière, depuis la condamnation, les 3 condamnations qu'il y a eu en France l'année dernière, je trouve que nos adversaires se font un peu plus discrets. Et justement, avec la loi qui a été adoptée, vous pensez que ça va aussi limiter la présence ou la visibilité de certains négationnistes? Bien sûr, ça va forcément les faire taire, ou alors c'est qu'ils sont inconscients. Maintenant, ils prendront des risques le jour où ils vont nier le génocide des Tutsis. Bon, maintenant, vous en avez qui sont quand même malins pour nier. Ils nient tout en niant. Bon, ce sera à l'appréciation des juges d'instruction lorsqu'ils seront saisis d'une affaire sur le négationnisme. Voilà. Bon, voilà. J'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, la plateforme que vous avez créée ici au pays pour justement sensibiliser peut-être pour une mission un peu plus précise ici au Rwanda. Vous pouvez nous en parler un peu plus de cette plateforme que vous avez créée ici au Rwanda? Oui, donc effectivement, c'est une ONG de droit rwandais qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an, et dont le président est M. Ezekias Rwabuhihi, et qui, à l'origine, si vous voulez, on avait créé cette association surtout pour permettre aux Rwandais de nous aider financièrement. Alors je sais que il y a eu un gros travail pour conscientiser, pas encore la population, mais en tout cas au moins un nombre important de responsables politiques du Rwanda. Je sais que le président de la CPCR, c'est-à-dire les amis du CPCR, M. Rwabuhihi, a fait de nombreuses démarches auprès de sénateurs, de députés, de responsables politiques. Je dois dire qu'il a toujours été bien reçu. Maintenant, j'avoue qu'on aimerait un peu plus d'actes concrets par rapport à ce. Voilà, c'est bien d'avoir le soutien moral, mais aussi le soutien financier. Financier, et puis voilà, oui, c'est important. Voilà. C'est important. Donc nous comptons beaucoup sur cette association. Alors je n'en fais pas partie, bien sûr, mais j'en suis à l'initiative et je fais confiance à tous ceux qui ont créé cette association, à leurs responsables, pour mener à bien ce travail. Alors d'aide au CPCR en France, mais aussi ici de soutien aux rescapés.
voilà, travaillent en lien avec la CNLG ou peut-être Ibuka ou d'autres associations. Justement, vous en arrivez au point où je voulais évoquer votre collaboration, le collectif des partis civils pour le Rwanda, sa collaboration à la base avec Ibuka et également la Commission nationale de lutte contre les génocides, la CNLG. Comment ça se passe dans ce combat Oui, alors c'est une collaboration, je dirais, un petit peu ponctuelle, au coup par coup. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de travail en commun. On a signé une convention avec la CNLG l'année dernière. Bon, voilà, c'est tout, je dirais, c'est à développer. Les actions en commun sont à développer. Et je pense que l'ACPCR, précisément, qui est implanté ici au Rwanda, aura l'occasion peut-être de travailler encore plus étroitement avec les associations de victimes, la CNLG, Ibuka. Tout le monde y a intérêt. Hein. Mais moi personnellement, bon, je viens très souvent ici au Rwanda, mais j'habite en France et je ne peux pas suivre au jour le jour tout ce qui se fait ici. Hein. C'est la raison pour laquelle j'espère que l'ACPCR va être un bon relais à la fois pour ce que nous faisons en France, au sein du CPCR, mais aussi pour tout ce qu'il y a à faire ici, parce que on a eu très récemment, cette semaine, on a eu des contacts avec une autre association qui s'appelle Rwanda Avenir, qui vient de publier des cahiers de la mémoire, qui vont être publiés en France là, à la fin du mois. Et j'espère que l'ACPCR va créer des liens relativement étroits avec cette petite structure qui réunit des veuves du génocide et qui ont commencé déjà à écrire leurs souvenirs du génocide, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que tous ceux qui savent tous ceux qui savent sur ce qui s'est passé, leur expérience pendant le génocide, il est absolument essentiel que ces choses-là soient consignées. Même si ça ne sert pas un jour en justice, ça pourrait l'être. Pour garder la mémoire. C'est très important pour les générations à venir, parce que le Rwanda, qui se reconstruit actuellement, ne doit pas se reconstruire sur des bases qui seraient fausses ou qui ne seraient pas solides. Et la transmission de la mémoire, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. J'aimerais aussi savoir, comme vous êtes opérationnel et plus, disons, plus visible en Europe, et particulièrement en France, quel est l'apport de la diaspora en France ou alors en Europe d'une manière générale dans votre combat? Vous recevez assez de soutien, que ce soit moral ou financier, dont on parlait Non, tout à l'heure? je ne vais pas vous mentir. La collaboration est difficile. Nous n'avons pas, malheureusement, mais c'est comme ça, toutes les diasporas sont un petit peu, je dirais, compliquées. Mais je dois vous avouer que nous ne recevons pas l'aide qu'on pourrait attendre de tous les membres de la diaspora. Alors probablement que tous ceux qui sont à l'étranger ont aussi leurs propres problèmes, leurs propres soucis, élever leurs enfants, s'occuper de leur famille, etc. Le soutien pourrait être beaucoup plus important. Mais ceci dit, c'est comme ça. Est-ce que aussi vous les approchez pour faire connaître votre travail? Est-ce que combien en savent-ils sur votre travail? Oh non, la diaspora connaît le travail du collectif des partis civils. Maintenant, entre connaître, s'y intéresser et puis participer activement, vous savez, on en discutait avant l'émission, c'est quand même une activité qui nous prend notre existence entière. Je suis maintenant retraité depuis 3 ans. Mais pendant 15 ans, il fallait que j'associe et mon travail de professeur de français, chef d'établissement dans un grand établissement de Reims, et puis en même temps toutes les activités du CPCR. Donc c'est quelque chose qui prend toute l'existence. Et on ne peut pas demander à tout le monde, je pense, d'accepter de se consacrer comme ça à temps plein. Nous, il y a 17 ans, on a fait le choix de nous engager en créant le CPCR. Je dois vous avouer aussi que nous ne savions pas que ça allait nous entraîner là où ça nous entraîne aujourd'hui. Nous ne pensions pas qu'on allait être pris corps et âme par ce combat. Maintenant, c'est comme ça. Alors, après, chacun réagit avec ce qu'il est. Et nous, on est obligés d'avancer.
Donc on ne peut pas trop s'occuper de ceux qui, à la fois, nous dénigrent, ou ceux qui ne soutiennent pas, ou qui nous soutiennent éventuellement. On a des soutiens, bien sûr, mais je le dis, ça reste ponctuel. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de déposer des plaintes et de participer à des procès que nous avons initiés. C'est ça qui est important. Voilà. Et pour terminer, nous sommes dans une période électorale ou préélectorale en France où vous êtes opérationnel. Déjà, on s'attend à un changement du leadership ou des autorités, en tout cas, à l'Élysée. Est-ce que, par rapport au travail que vous faites et surtout connaissant l'implication des responsables politiques de l'époque de la France, dont certains sont encore dans le milieu politique, on peut s'attendre à un changement quelconque, à un avancement des choses, ou même à un recul de ce qui a déjà été atteint à ce jour? Qu'est-ce que vous attendez peut-être des candidats ou des nouvelles autorités qui je dois vous dire, quand je vois le spectacle que donnent nos hommes politiques en France actuellement, je suis très décontenancé. Vous savez que la France n'a plus d'ambassadeur ici au Rwanda. Les relations depuis le président Hollande, les relations avec le Rwanda sont très distendues. Aux affaires étrangères, Hubert Védrine, dont on a parlé, qui était quand même conseiller à l'Élysée en 1994, a toujours une grande influence. Je ne vois pas, actuellement pour l'instant en tout cas, d'évolution positive possible. Franchement, je suis, quand je dis décontenancé, le mot n'est même pas assez fort. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas que des pays comme la France, mais je dirais la même chose pour les États-Unis, que des pays comme ça ne puissent pas faire émerger des personnalités fortes et puis qui soient intègres et qui se donnent corps et biens au service du pays. Qui remettent en cause certains agissements. Oui, par rapport au génocide, voilà, il ne s'agit pas de reconnaître des petits bouts, des erreurs d'appréciation comme l'a fait le président Sarkozy. Bon, c'était une première étape, mais ça ne suffit pas. Il faut que nos responsables politiques regardent ce qu'ils ont fait dans les yeux, et puis qu'ils reconnaissent cette complicité qu'il y a eu. Bon, c'est pas, c'est dramatique de nier tout cela. Alors franchement, moi je suis pessimiste par rapport aux relations. Bon, moi je suis pas un politique, je ne suis pas un diplomate, je ne suis rien. Je suis un petit citoyen franco-rwandais. Qui travaille avec d'autres pour que justice soit rendue. Mais alors, pour compléter un peu ma réponse, avec M. Rwabouilly, nous avons écrit tout récemment, on ne l'a pas encore publié, mais je le publierai dès mon retour parce que je rentre demain en France, et dès mon retour, nous avons publié une lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle. Et on les interroge précisément sur le rôle de la France en 1994, sur les lenteurs de la justice, et troisième question, quels moyens le futur président de la République va-t-il donner à la justice française pour qu'on avance plus rapidement sur cette question de justice. Donc on est là en pleine actualité, et cette lettre ouverte sera diffusée, bien évidemment, dès mon retour en France. Monsieur Alain Gauthier, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà. Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, c'était là un entretien qu'on avait avec Alain Gauthier. Je vous rappelle qu'il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda, un collectif qui œuvre pour la justice des rescapés ainsi que des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, et aujourd'hui, 23 ans après, le combat continue. Alors, à la présentation de cet entretien, vous étiez avec moi, Eddy Sabiti, et surtout, restez fidèles au programme de la télévision rwandaise.